Voilà, donc moi je vais vous parler du cancer colorectal en tant qu'oncologue médical. Tout d'abord, pour répéter ce qui a déjà été dit, c'est que le cancer du côlon est une tumeur extrêmement fréquente. C'est la troisième cause de cancer le plus fréquemment diagnostiquée. C'est le deuxième chez la femme après le cancer du sein et le troisième chez l'homme après le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Ça se traduit en Suisse par 2350 nouveaux cas d'hommes diagnostiqués par année et 1800 nouveaux cas par année de femmes donc diagnostiqués en Suisse. Si on sait que 40% de ces patients vont décéder de leur cancer, ça en fait, tous sexes confondus, la deuxième cause de cancer, de décès par cancer en Suisse, après le cancer du poumon, qui est la tumeur qui tue le plus chez nous. Le cancer du côlon est une maladie, comme on l'a dit, de la personne âgée, puisque 95% des diagnostics sont posés après l'âge de 50 ans. On voit quelques cas de cancer du côlon avant 50 ans. Ça touche essentiellement les patients qui ont des facteurs génétiques, donc des maladies familiales de cancer du côlon qu'on doit rechercher dans cette population. Mais après 50 ans, le facteur de risque essentiel est le développement dans le côlon de polypes bénins, comme on a vu, qui avec le temps vont progressivement dégénérer pour venir parfois des tumeurs. Donc si on regarde le développement de ces cancers du côlon, tout d'abord sur une muqueuse du côlon saine se développe assez souvent, et ça de plus en plus avec l'âge, des petits polypes hyperplasiques bénins qui progressivement vont devenir des polypes plus dysplasiques, qui sont des précancéroses. Et ces polypes de précancérose, un certain nombre, après avoir subi d'autres mutations, des nouvelles mutations, vont développer des tumeurs invasives et faire des petites tumeurs qui sont dans la paroi de l'intestin. À ce moment-là, on passe à une tumeur maligne. Ces tumeurs malignes vont continuer à augmenter en taille au niveau de la paroi intestinale et progressivement vont infiltrer la paroi pour finir par la traverser. Et comme c'est une tumeur maligne a la capacité d'envoyer des cellules cancéreuses à distance via les vaisseaux lymphatiques et coloniser les ganglions qui sont autour de la paroi de l'intestin. Également envoyer des cellules dans le système sanguin qui va envoyer des cellules cancéreuses vers d'autres organes, pour le cancer du côlon surtout au niveau du foie, pour le cancer du rectum plutôt vers le poumon. Ce sont les deux organes les plus touchés, mais tous les organes à distance peuvent être touchés par des métastases. Quand on pose un diagnostic de cancer, au diagnostic on le classe et on a une classification internationale qui s'appelle TNM, T pour la tumeur, N pour les ganglions, M pour les métastases. Et dans cette classification, il y a 4 stades. Pour le cancer du côlon, le stade 1, c'est des petites tumeurs localisées dans la paroi de l'intestin. Les stades 2 sont des tumeurs plus infiltratives dans la paroi, mais qui restent dans la paroi de l'intestin. Les stades 3 sont des tumeurs qui sont sorties de l'intestin pour aller coloniser les ganglions qui sont autour de la paroi. Et les stades 4 sont toutes les tumeurs qui ont envoyé déjà des cellules à distance pour faire ce qu'on appelle des métastases, que ce soit au niveau hépatique, au niveau pulmonaire ou autre. Le stade est important parce que le stade détermine le pronostic de la maladie. Si on regarde sur cette courbe, sur une période de 5 ans, qui est classée par stade de tumeur du côlon, on voit que les stades 1, donc les stades 1 de bon pronostic, les petites tumeurs, ont une survie à 5 ans de l'ordre de 90%. Les stades 2 sont également une bonne survie à 5 ans à 70%, mais dès qu'on passe à un stade 3, donc une tumeur du côlon qui a traversé la paroi pour coloniser les adénopathies, les ganglions autour de la paroi du côlon, là, la survie à 5 ans tombe à 45%. Et puis, si on a des patients de stade 4, métastatiques, la survie est vraiment très mauvaise. À 5 ans, plus qu'environ 50% des patients sont métastatiques. Pardon. Une autre chose à dire, le stade au diagnostic. Les stades 1 et 2, donc les stades précoces, représentent environ 35%
des stades posés au diagnostic, qui est seulement un stade sur 3. Par contre, les stades 3, avec adénopathie, représentent 41% des patients. Et puis les stades 4, donc métastatiques, au diagnostic, eh bien, il y en a 24%, donc un patient sur 4 au diagnostic présente déjà des métastases, avec évidemment le facteur pronostic, comme on avait une survie extrêmement effondrée. L'incidence du cancer du côlon, ça c'est un tableau du registre genevois des tumeurs. On voit que l'incidence avec le temps, depuis les années 70, dans les années 2010, est relativement stable sur toutes ces années. Dans un premier temps, l'incidence a plutôt augmenté un peu, liée essentiellement au vieillissement de la population, puis ensuite on a vu une discrète diminution, probablement liée aussi au fait qu'on a commencé des dépistages de colonoscopie avec nos gastro-entérologues qui ont supprimé un certain nombre de diagnostics. Mais si on prend le début et la fin de la courbe, l'incidence reste plate. Par contre, la mortalité du cancer colorectal, depuis les années 70, diminue tranquillement, mais certainement. Ça, c'est dû essentiellement au progrès dans la chirurgie, au progrès aussi en médecine, avec les nouvelles chimiothérapies, les immunothérapies. Et il y a certainement un gain pour la survie de ces patients avec les traitements qu'on leur propose maintenant depuis 20-30 ans. Cette diminution est significative, mais elle n'est pas aussi spectaculaire que pour d'autres tumeurs qui ont des taux de mortalité qui ont nettement plus diminué. Et pour le cancer du côlon, c'est bien, mais on pourrait faire probablement mieux. Maintenant, le traitement du cancer du côlon, là aussi, le stade au diagnostic est important, en sachant que les patients de stade 1 et 2 qui ont un stade localisé vont être présentés au chirurgien, et c'est le chirurgien qui va opérer ces patients, qui va enlever la tumeur et qui va guérir la moitié de ces patients, ou la majorité de ces patients. Pour les stades 3, donc, qui ont des ganglions positifs, on les adresse aussi au chirurgien, puisque c'est une tumeur localisée, mais quand le chirurgien opère et qu'il a l'impression d'avoir tout enlevé, on sait qu'il y a une chance très importante de récidive locale ou à distance, et il reste certainement, après l'opération, des cellules microscopiques éparses. Et dans ces situations-là, on propose des chimiothérapies post-opératoires durant environ 6 mois qui doivent éliminer ces cellules résiduelles pour augmenter les chances de rémission et de guérison. Dans le cancer du rectum, qui est un sous-type particulier de cancer du côlon, on proposera chez ces patients une radiochimiothérapie préopératoire, en sachant que le risque de rechute au niveau du rectum, une fois que le rectum a été enlevé, autour du rectum, il reste assez souvent des cellules microscopiques, et que la radiochimiothérapie préopératoire dans cette localisation-là diminue le risque de rechute locale et améliore le pronostic. Pour les stades 4, donc les stades avancés avec métastase, là, on n'entre plus tellement ou plus souvent dans des traitements à visée curative, comme pour les stades 1, 2 ou 3, mais dans des attitudes, la plupart du temps, palliatives. Et les traitements palliatifs dans le cancer du côlon, c'est les chimiothérapies, c'est les immunothérapies, c'est la chirurgie également. On peut proposer une chirurgie de propreté chez un patient qui a une tumeur qui saigne ou une tumeur qui est en occlusion. On peut aussi faire appel aux radiologues pour des radiofréquences, donc brûler certaines métastases mal placées ou symptomatiques, et maintenant également chez les radiothérapeutes qui ont des techniques de radiothérapie ciblée. Si l'on reprend les patients qui ont un cancer colorectal de stade 3, c'est-à-dire avec adénopathie positive, on voit ici que la première étude qui a démontré un bénéfice de la chimiothérapie complémentaire par rapport à la chirurgie seule a été publiée que dans les années 1990. Donc ces chimiothérapies, c'est une science relativement récente. Mais en 1990, avant 1990, on opérait les patients et regardait ce qui se passait. Pour les patients de stade 3 avec ganglions positifs, on voyait beaucoup de rechutes. Et en leur administrant, après la chirurgie, 6 mois de chimiothérapie à base d'un médicament qui s'appelait le 5-FU et qui est associé à une vitamine qui s'appelle leucovorine, on s'est aperçu qu'on a diminué le risque de rechute à 3 ans de 62% à 44%.
donc 20% de risque de rechute en moins. La survie à 3 ans de ces patients était augmentée également, en passant de 64 à 76%. Donc c'est la première étude qui a démontré un bénéfice d'une association de chirurgie et chimiothérapie pour les cancers colorectaux, et ces traitements sont devenus le standard à partir des années 1990. Suite à cette étude, a paru en 2004 une autre étude importante, puisque cette étude a associé l'oxaliplatine, qui est un excellent médicament dans le cancer du côlon, et on l'a associé au 5-FU, et on a comparé les deux bras pour voir si on avait des meilleurs résultats. Eh bien, en associant l'oxaliplatine au 5-FU et décidément, et à la leucovorine, le pronostic a été meilleur et on a vu qu'on avait un gain supérieur sur le risque de rechute et sur la survie de 5 ou un petit peu plus que 5%, qui était tout à fait significatif. Donc, depuis cette étude de 2004, le traitement adjuvant, c'est-à-dire post-opératoire pour un cancer du côlon opéré, en associant oxaliplatine, 5-FU, leucovorine, est le traitement, les GERT standard, qu'on propose actuellement à tous nos patients qui peuvent recevoir ce traitement pour une durée de 6 mois, parfois 3 mois. Et ce traitement-là est le standard actuellement dans le monde entier qui donne les meilleurs résultats après un traitement de tumeur colorectale de stade 3. Pour les patients métastatiques, c'est-à-dire de stade 4, on a dit que c'était les patients la plupart du temps qu'on ne pouvait pas guérir. Par contre, on a aujourd'hui un nombre vraiment important de molécules différentes de chimiothérapie et d'immunothérapie qui ont une certaine efficacité. Et on peut utiliser ces traitements en monothérapie ou en polythérapie, en association, en utilisant certains schémas, en mélangeant avec d'autres schémas, etc. Et on arrive à induire, chez la plupart des patients, malgré tout, des rémissions pendant des durées assez longues. Et quand les patients échappent, quand la tumeur échappe au traitement, on peut choisir un autre schéma. Et comme ça, sur une longue période, on peut mettre la maladie plusieurs fois en rémission. Un cancer du côlon stade 4 sans traitement a une espérance de vie d'à peu près 1 année. Si on le traite et qu'on associe nos médicaments et qu'on a la chance d'avoir quand même une sensibilité, une chimiosensibilité, l'espérance de vie de ces patients augmente en moyenne de 4, voire même maintenant 5 ans, si on utilise un peu toutes nos drogues, donc de chimiothérapie et d'immunothérapie. Et on gagne certainement, sur une longue durée, un bénéfice avec des patients qui, la plupart du temps, malgré tout, ont une qualité de vie correcte, malgré tous les médicaments qu'on leur administre. Dans le cancer du côlon, on a une situation également un petit peu spéciale et différente de ce qu'on peut voir par rapport à d'autres tumeurs. C'est-à-dire que certains cancers du côlon stade 4, parfois, peuvent avoir un traitement à visée curative. Par exemple, si on a un patient avec un cancer du côlon et quelques métastases hépatiques ou quelques métastases pulmonaires, à ce moment-là, on peut demander au chirurgien d'opérer le patient et, dans le même temps, d'aller enlever, resséquer les métastases à distance. S'il est possible de les enlever toutes dans le même temps opératoire, et ensuite, on peut compléter le traitement par une chimiothérapie, on a une chance de mettre le malade en rémission complète, et parfois d'éviter une récidive, et le patient peut être parfois considéré comme guéri. On a des fois des situations plus difficiles, où par exemple ici, on a un foie qui est truffé de métastases, et d'emblée, certainement, ce patient n'est pas opérable pour aller enlever toutes ces lésions. On propose alors, surtout si c'est un patient jeune qui est en bonne santé, une association de chimiothérapie, immunothérapie, souvent un schéma assez agressif. Et si on a la chance que la tumeur soit sensible au traitement, on peut avoir des rémissions qui sont parfois très spectaculaires, avec la majorité peut-être des lésions qui peuvent disparaître. Et si on arrive à faire tout disparaître, sauf peut-être 1 ou 2 petites lésions éparses, on peut rediscuter avec le chirurgien en disant que notre traitement a rendu le patient opérable et on se retrouve dans une situation
plus favorable, où le chirurgien, là aussi, peut opérer la tumeur primaire et aller resséquer les quelques lésions qui pourraient encore être viables au niveau hépatique. Et ensuite, sur le suivi, soit on a guéri le patient parce qu'on a tout enlevé, ça peut arriver, soit il peut y avoir une rechute par la suite. Et à ce moment-là, si la rechute est localisée, on peut repartir avec un traitement de chirurgie, de chimiothérapie, et essayer de mettre la maladie en rémission complète une deuxième fois, parfois une troisième fois. Et avec une attitude extrêmement agressive, on arrive, dans un certain nombre de cas, à rattraper une maladie qui au départ était totalement impossible à proposer pour un traitement curatif. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on parle de chimiothérapie. Alors j'ai dit que les chimiothérapies étaient des traitements qui étaient relativement tolérables, que les patients avaient une certaine bonne qualité de vie. Mais la chimiothérapie, le plus on en utilise, le plus on risque d'avoir des effets secondaires. Et la chimiothérapie peut faire des troubles neurologiques, beaucoup de paresthésie avec l'oxaliplatine, des troubles des globules blancs, des nausées, des vomissements, des mucites, des lésions cutanées, des lésions allergiques, des thrombophlébites, etc. Donc la chimiothérapie amène un plus dans le traitement des cancers colorectals. Elle peut être partenaire d'une guérison, mais c'est sûr que parfois il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est les toxicités, et particulièrement si on doit utiliser beaucoup de médicaments, et surtout sur une longue durée. Pourquoi le dépistage du cancer du côlon est important ? Comme on a vu, le côlon se développe à 80% sur des polypes qui sont des tumeurs bénignes. Et si on fait des campagnes de dépistage, qu'on enlève tous ces polypes, eh bien on va diminuer le nombre de cancers du côlon de façon très importante. Si on diminue le nombre de personnes atteintes du cancer du côlon, on va évidemment diminuer le nombre de traitements, de chirurgie, de chimiothérapie. On aura bien sûr moins de toxicité, on aura aussi moins de patients qui auront des protocoles de surveillance, puisqu'après un traitement de cancer du côlon, on surveille les patients pendant des années avec des scanners, des prises de sang, et tout le stress que ça entraîne pour les patients. Et puis, bien sûr, par définition, s'il y a moins de cancer du côlon, il y aura moins de décès liés à cette tumeur, parce qu'on a vu que c'était quand même la deuxième tumeur qui tuait le plus chez nous, tous sexes confondus. Juste, ça c'est une étude qui montre, c'est une cohorte, une étude américaine qui a suivi sur 20 ans une cohorte de patients qui a reçu un dépistage systématique et qui a été comparé avec une cohorte d'autres patients qui n'ont pas eu de dépistage. Et après 20 ans de suivi, on a objectivé 25 décès dans la population normale liés au côlon. Pardon. Décidément. Et puis, dans la cohorte de patients qui ont reçu un dépistage, notamment avec des coloscopies, eh bien, au bout de 20 ans, il n'y avait que 12 patients qui étaient décédés d'un cancer du côlon. Donc cette étude a conclu qu'on diminuait de 25 à 12% le nombre de cancers du côlon avec le dépistage, et que cette mortalité a donc diminué de 50%. Voilà. En conclusion, le cancer du côlon est une maladie fréquente, avec une incidence qui est restée stable depuis les années 1970, malheureusement, que la mortalité est importante malgré les progrès importants qui ont été faits en chirurgie et en chimiothérapie, que malheureusement on voit encore aujourd'hui 40% des patients qui sont diagnostiqués à un stade 3 et 25% à un stade 4, sachant que le pronostic dépend du stade, et que les stades 3, malgré une approche agressive avec chimiothérapie, chirurgie et chimiothérapie, ont encore un taux de rechute de 22% après traitement, et que pour les stades 4, même si on guérit quelques patients avec des approches très agressives, le taux de survie à 5 ans est de l'ordre de 5 à 8%. Donc on attend beaucoup d'un protocole de dépistage pour évidemment faire une ablation de la plupart, et c'est possible, tous les polypes dans une population, par exemple genevoise, qui devrait à terme diminuer de façon drastique le nombre de cancers du côlon et malgré le pronostic de cette maladie difficile. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Christian. Finalement, tu as montré que c'était quand même une maladie sérieuse, mais tu as aussi montré qu'il y a eu des améliorations spectaculaires ces dernières années, en particulier grâce à l'amélioration de la chimiothérapie. Quel est l'avenir? Est-ce que tu penses qu'on plafonne ou on peut encore aller plus loin avec les traitements chimiothérapeutiques? Je pense qu'avec les traitements chimiothérapeutiques classiques, on aura de la peine à aller beaucoup plus loin. Par contre, on développe beaucoup d'immunothérapie, de thérapie ciblée, et on a actuellement un certain nombre d'études qui sont en cours un peu partout. Et je pense que l'avenir du traitement de ces tumeurs ne va pas être la chimiothérapie classique qui fait perdre les cheveux et baisser les globules, mais plutôt une thérapie ciblée sur des mutations qu'on doit aller chercher. On fait beaucoup maintenant d'analyses moléculaires de NGS pour trouver l'anomalie pour laquelle on aura peut-être un traitement ciblé là-dessus. Je pense que l'avenir, ça va être ça. Donc un traitement plus personnalisé, quoi, en réalité. Un traitement personnalisé. Bon, merci beaucoup, Christian. Merci.